Maintenant, reste à voir quels sont, avec vous, messieurs, quels sont les facteurs qui risquent de faire en sorte qu'il y ait une alternative qui apparaisse là, dans ce scénario d'agriculture écologiquement intensive. Alors, Jean-Claude Bévillard, on va d'abord parler de l'environnement, bien entendu, parce que pour que le scénario soit alternatif, il faut qu'il soit meilleur que l'autre. En tous les cas, sur ce terrain-là, on est à peu près sûr que pour l'environnement, il présente plus de garanties, plus d'avantages que l'autre. Comment est-ce que vous voyez ça, vous qui êtes du point de vue de France Nature Environnement ? Merci. Écoutez, je ne vais pas reprendre le bilan de Bruno Parmentier. J'y adhère à peu près complètement, avec peut-être quelques nuances à certains moments, mais c'est vrai que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien chez nous et ça ne va pas bien ailleurs dans le monde. Nous avions, au moment du Grenelle, avancé en juin 2007 3 grandes propositions qui ont été à peu près reprises, qui était le développement d'agriculture biologique. Et quand on pensait au développement d'agriculture biologique, on pensait à la nécessité d'atteindre pour la bio un niveau d'activité qui lui permette de perdurer. Pourquoi ? Entre autres parce que nous considérions qu'il y avait là un réservoir de manières de faire, de systèmes culturaux et de systèmes d'élevage qui pouvaient apporter une aide à l'ensemble de l'agriculture. L'autre grande demande, c'était de diminuer de 50% l'usage des pesticides. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous remontait de partout une pollution qui se trouvait dans toutes les eaux et dans tous les sols, quasiment, et qu'il fallait absolument avancer. Et quand on avait avancé cette réduction d'usage des pesticides, on avait derrière la tête, en fait, l'idée de faire émerger des systèmes agricoles nouveaux, économes, une remontée à la surface de l'agronomie qu'on avait oubliée, qui effectivement depuis quelques années revient quand même un peu, sinon à la mode, du moins dans les esprits. Et puis notre troisième demande essentielle, c'était la mise en place d'une reconnaissance d'une agriculture à haute qualité environnementale. Michel Griffon y a fait allusion. C'est vrai qu'on avait repris HQE parce que ça évoquait quand même quelque chose dans l'opinion. C'était une labellisation du bâtiment, mais bon, on voyait à peu près ce qu'on voulait dire. C'est devenu HVE, bon, il n'y a pas eu de problème. Et pourquoi on avait proposé cette reconnaissance ? Parce que, d'abord, il n'y avait pas de certification en place proprement environnementale. Et puis, deuxièmement, parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas donner en perspective à l'agriculture uniquement des moins. Bon, réduire de 50% les pesticides, c'est bien, mais ce n'est pas un objectif qui peut suffire en soi. Et quand on a mis en avant l'idée d'une agriculture à haute valeur environnementale, pour nous, c'était la nécessité de donner une nouvelle ambition à l'agriculture dans la perspective qui était que, évidemment, et ça c'est notre cœur de métier, il faut que les équilibres naturels soient respectés, mais que dans le même temps, il faut résoudre et faire face aux défis alimentaires. Il n'est pas concevable de dire on va se préserver nos petits espaces, on va mettre du verre un peu, et puis ce qu'on ne produit pas, on va aller le chercher ailleurs. Et bon, ce qui est un petit peu, d'ailleurs, un petit peu encore aujourd'hui, et on a un petit peu de souci avec ça, qui est un peu de l'approche de l'Europe du Nord, et dans les discussions préalables à la réforme de la PAC, on n'arrive pas toujours à être sur les mêmes approches, parce que, effectivement, l'Europe du Nord a tendance à dire on préserve ce qu'il faut préserver, les espaces emblématiques. Et puis, le reste, c'est d'agriculture un peu intensive. On va dégager des revenus de cette agriculture intensive pour préserver. Et puis, ce qu'on ne produit pas, on va l'acheter. Seulement, quand on raisonne comme ça, en fait, on impacte considérablement les autres continents. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de respecter les équilibres naturels dans le cadre de l'agriculture, il faut regarder ce qui se passe chez nous, sous nos pieds, mais il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs. C'est vrai, on dit, voilà, bon, nous, on veut manger de la viande, on veut boire du lait, bon, très bien, il faut savoir quand même que 60% de nos protéines proviennent de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on va prélever sur les autres continents, au Brésil ou dans l'Asie du Sud-Est, on va prélever pour pouvoir mettre le poulet ou la côte de porc dans notre assiette. Donc,
c'est vrai qu'on se nourrit bien et qu'on n'est pas prêt d'avoir faim en Europe, c'est vrai. Pour autant, il n'est pas certain que l'on soit aussi autonome que ça et que l'on produise autant que ça en réalité. Donc, quand on a voulu approfondir cette notion d'HVE, on a fait des propositions qui sont très simples, mais auxquelles on tient, et je dirais on tient de plus en plus, qui est de dire que finalement la qualité environnementale d'une agriculture se mesure sur deux bases. Une base qui est le niveau d'intrant, parce que le niveau d'intrant utilisé dans un type d'agriculture détermine quasiment automatiquement l'impact sur l'environnement immédiat, enfin sur l'exploitation, mais sur l'environnement aussi d'ailleurs. La prolifération d'eau, de vent, etc. Non. Mais quand on nourrit le bétail avec du soja brésilien, oui. On impacte le milieu sur lequel on est, bon, d'une certaine manière, mais on impacte aussi le milieu à quelques dizaines de milliers de kilomètres, parce qu'on va pousser, par exemple, à la déforestation, où on va pousser les gens de ces régions à produire des cultures qu'ils exportent. Ensuite, il faudra qu'ils rachètent leur nourriture. Donc, les intrants, c'est l'alimentation du bétail, c'est, comme l'a dit Michel Griffon, toutes les ressources minérales, c'est de l'énergie d'abord, et donc là, il y a un impact qui est considérable. Si les formules ont un sens, haute valeur environnementale, ça veut dire zéro intrant? Non. Alors, attendez. Alors, nous disons autonomie, pas autarcie, et nous disons bas niveau d'intrant et pas zéro intrant. D'accord. Ce que nous avons proposé, alors je ne sais pas ce que le ministère sortira, nous avons proposé, nous, une part des intrants de 30% dans le chiffre d'affaires de l'exploitation. 30% maximum dans le chiffre d'affaires d'exploitation. Alors, ça peut se discuter, et on ne prétend surtout pas détenir la vérité, parce que ça, je pense que si on veut être sérieux, il ne faut jamais penser qu'on a raison tout seul et qu'on sait tout. Mais c'est un seuil qui permet quand même à l'agriculture de vivre, à l'exploitation de vivre, tout en ayant un impact limité. Le deuxième critère que nous avons avancé, c'est la part de la SAU laissée à la nature, en quelque sorte. Alors, sous forme de haies, de monts enherbés, de talus, enfin, etc. Et on a donc proposé 10%. Alors c'est vrai qu'on peut, là, 10%, après il faut discuter comment on les calcule, bon, on ne va pas le faire là. Pourquoi ça c'est important? Eh bien tout simplement parce que si on veut arriver à des systèmes de culture qui soient économes en intrants, donc économes notamment en pesticides, il faut que les auxiliaires des cultures puissent vivre. Et lorsque on n'a plus ces zones qu'on aura aussi appelées des zones de régulation écologique, ou pas assez, il ne peut plus y avoir suffisamment d'auxiliaires des cultures. Plus aussi tout ce qui concerne la circulation de l'eau, également le vent, enfin, etc. Et donc, nous avons proposé ces deux critères que certains ont considérés simplistes, et puis qui, après les avoir étudiés, se sont dit finalement, c'est peut-être bien quelque chose qui permet de cerner pas trop mal la situation. Donc, dans l'idée d'avoir une agriculture, encore une fois, qui produise. Et c'est vrai qu'on a souffert, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot, de l'image qui était apparue dans la fin des années 60, début des années 70, que l'agriculture écolo, c'était le berger aux cheveux longs, si possible un peu sale, qui promenait 4 chèvres sur une pente de montagne. Bon, ça c'est bien pour la poésie, mais c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème environnemental et alimentaire. Voilà, donc c'est vrai aussi, et je le dis parce que, bon, il y a aussi un certain nombre de gens du monde agricole, que nous sommes extrêmement préoccupés par la tonalité du débat en France actuellement, depuis quelques mois, qui tente à dire l'agriculture française doit supporter des règles environnementales beaucoup plus rigoureuses que dans les autres pays européens, on n'y arrive pas, et qui tend, et ça c'est surtout ce qui est grave, qui tente à dire il faut choisir, ouais, soit on respecte l'environnement, soit on produit. Et ça, c'est tragique. C'est tragique à plusieurs raisons. Parce que d'abord, sur le fond, nous pensons vraiment que c'est une erreur.
Deuxièmement, au moment où on discute de la réforme de la PAC, il faut bien avoir conscience que si on veut avoir une PAC qui serve à quelque chose, il faut que ce soit une PAC qui encourage à une agriculture qui produise en respectant les équilibres naturels. Pas une PAC qui dise produisez et puis on vous donnera 3 sous pour ensuite entretenir la haie ou respecter les 3 mètres carrés de zone Natura 2000. Il faut que l'acte de production soit respectueux de l'environnement dès sa conception. Donc si on veut avoir une PAC de cette nature-là, il va falloir... Enfin, si on veut avoir une PAC, ça sera une PAC de cette nature-là, sinon le contribuable européen n'acceptera pas. Et que je dis européen, l'Européen acceptera moins encore que le Français de payer une agriculture qui n'aurait pas une qualité environnementale certaine. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de prendre un risque énorme dans le débat français actuel en essayant de séparer la problématique environnementale et la problématique agricole. On espère sérieusement, vraiment, qu'on va se recentrer parce que sinon, le résultat, dans 2 ans, va être catastrophique. Alors vous disiez quelque chose d'assez fort tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas que l'environnement représente pour l'agriculture uniquement l'affichage de moins. Et le sigle haute valeur environnementale, c'est plutôt affichage de plus. Alors ces plus, est-ce qu'on pourrait les indiquer plus nettement? Et je dirais, dans l'environnement, il y a l'homme. Au fond, le nourrir de façon à ce que ça corresponde bien à sa santé et à ce que ça le valorise, voilà quelque chose qui est un plus, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez, je n'ai pas abordé l'aspect économique, mais bon, les orateurs précédents l'ont fait un peu. Quand on a mis aussi ce concept de bas niveau d'intrants et d'espace de régulation écologique, on pense aussi que du point de vue économique, c'est un avenir certain. La dépendance de l'agriculture à l'égard des ressources minérales et à l'égard des ressources énergétiques fossiles est extrêmement dangereux et il faut qu'elle s'en libère, pas totalement ça aussi, mais au moins dans une grande partie. Et donc, le projet économique de l'agriculture, à notre avis, doit aussi passer par là. Quand on dit, évidemment, bas niveau d'intrants, c'est sûr, c'est une production de meilleure qualité dans beaucoup de cas, mais ça veut dire aussi que l'on va vers une diversification, vers la diversification de la production dans chaque région, vers une relocalisation de la production proche des milieux de consommation. C'est tout à fait un nouveau projet. On ne pourra pas... c'est sûr que quand si on fait du blé sur blé, il n'y a quasiment pas de solution. Il n'y a pas de solution. Enfin, on peut faire un peu mieux, mais ça sera très, très limité. Donc, on est bien d'accord qu'il faut revoir les choses quasiment fondamentalement. Donc, pour nous, c'est clair, évidemment, la profession agricole est à la manœuvre au premier plan, évidemment, mais on ne pourra le faire que s'il y a un projet national et européen, parce que c'est vrai que l'agriculture a fait ce qu'on lui a demandé après la guerre, elle a produit, c'est vrai, mais on le reconnaît. Aujourd'hui, il faut que la demande sociétale à l'égard de l'agriculture soit claire, et nous pensons vraiment, et je pense qu'on n'est pas originaux dans ce domaine-là, qu'il faut redéfinir le contrat entre l'agriculture et la société, et que chacun s'engage sur des éléments bien clair et que effectivement on ne puisse pas dire dans 15 ans « Ah oui, mais vous nous aviez dit ça, mais bon, non, il faut que ce soit clair. » Et de ce point de vue-là, le scénario AEI vous semble, sur le plan, pour ce qui concerne l'environnement, la bonne solution, oui. la bonne option. Pour nous, l'approche AEI nous intéresse tout à fait. Simplement, si vous voulez, bon, on se pose la question de savoir si on pourra augmenter les rendements dans un certain nombre de cas. Ça, c'est pas sûr. Qu'on augmente la plus-value, peut-être. Parce qu'on dit toujours, entre la vache à 12 000 litres de lait par an et la vache à 6 000 litres de lait par an, c'est pas forcément celle à 12 000 qui apporte le revenu le plus important, enfin à voir, hein, parce que pour arriver à passer à 12 000, il faut forcer un peu les choses et ça peut coûter cher. Donc, on peut imaginer de produire plus, de produire mieux, mais l'avenir alimentaire de l'humanité, moi je pense que ça a été dit, j'y reviens pas, ça sera aussi un avenir qui doit tenir compte des modes d'alimentation. C'est vrai qu'on est en train, pour être un peu trivial, de crever là, avec les produits animaux. Hein. J'ai été frappé dans les premières discussions sur la PAC, dans une réunion, un jour, les Anglais qui disaient, premier problème, enfin ils avaient l'air de mettre ça en premier problème, l'obésité.
C'est vrai, bon, il y a 1 milliard de gens qui crèvent de faim, et en arrière, on parle de l'avenir de l'agriculture en Europe. Le problème, l'obésité. Oui, c'est vrai, on a un problème d'obésité. En même temps, il faudrait quand même qu'on fasse un peu le ménage chez nous, je veux dire, avant d'aller donner des leçons aux autres continents, quoi. C'est-à-dire que on va reprocher aux Brésiliens de faire disparaître la forêt amazonienne, bon, et on leur reproche à juste titre, mais en même temps, on va leur piquer le soja ensuite pour faire de la graisse chez nous et aller chez le médecin 2 fois par jour. Donc il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude de Villars.